Je suis artiste, je ne suis pas restaurateur, je ne suis pas dedans, je ne connais pas les aspects de la restauration. Mais il y a une question ça me pose beaucoup, parce que quand même mon travail est rentré dans un marché. Et la personne qui achète une œuvre, elle a envie de savoir si on peut restaurer cette pièce dans un futur, soit proche ou à long terme. Et je vais juste passer quelques images par rapport à une expérience que j'ai eue. Et je t'ai appelé pour Jules Lepard pour faire des restaurations. Et il n'a pas voulu qu'il soit un restaurateur parce que c'était... Et pour lui, la tête d'un restaurateur, elle était plus trop carrée dans son sens de l'œuvre d'art. Il fallait respecter des techniques, d'époque et tout ça. Pour lui, c'était embêtant. Alors il m'a formé justement pour faire restaurer ses propres pièces. Je pense comme artiste, je ne pense pas comme restaurateur. Et je vais parler justement d'un petit exemple pour chauffeur. Alors chauffeur, il y a une petite, grâce à Léonore, il y a une petite intervention qu'on a fait. C'est sur la mémoire de prisme. La mémoire de prisme, il y a une horloge, une espèce d'horloge, des on-off, qui fait allumer et fait éteindre plusieurs aspects de la, on va le dire de l'œuvre, mais de la machine qui se trouve derrière. Et ça peut se traduire en un langage de programmation et le mettre dans n'importe quelle mémoire, avec n'importe quel système, pour avoir exactement les mêmes données ou les mêmes on-off qui fait la machine. La machine, par exemple, sur les microtons, elle est aussi dedans. Et sur plusieurs pièces, elle existe. Et pour moi, c'est ce que j'appelle le programme. Le programme, ou le cerveau de la machine qui se passe une espèce de... comment dire, une composition que l'artiste a prévue. Alors finalement, je continue sur l'aspect, c'est un langage. Et ce langage, on peut l'étudier, on peut rentrer dedans et on peut la réparer avec l'époque d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, ou soit on peut avoir les mêmes systèmes par des moteurs et par des cams qui à l'époque c'était vraiment compliqué. Quels sont les moyens pour restaurer justement une œuvre comme ça? Et moi j'ai écrit exactement les logiciels, exactement qu'on écrit on peut écrire un programme d'une cam ou un programme de Julio avec les lumières, sauf qu'ils sont beaucoup plus compliqués, il y a au moins une centaine de feuilles à remplir. Et c'est ce que me tire à cet aspect, c'est que est-ce que ça existe aujourd'hui des restaurateurs dans la programmation ou dans la partie hardware qui pourraient sauver une époque, une super époque, parce que là actuellement on est en train de vivre une époque incroyable dans l'effet de l'art numérique. Alors, l'art numérique dans ce moment, même il y a 10 ans aujourd'hui, il y a une explosion des artistes qui ils sont pas dans la tête que l'œuvre doit durer 100 ans, 150 ans, mais ça fait partie de l'histoire. Par exemple, je peux parler comme comprendre des œuvres comme des labos, par exemple, comprendre des œuvres comme Chevalier, dans mon côté, ou des autres, qu'il faut étudier pour qu'on puisse avoir dans le temps, justement, avoir une espèce de, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais une espèce de boîte de données, ou le savoir-faire, commencer à les écoles, ou peut-être ça existe déjà, la restauration des œuvres numériques. Montrer.
Il y a tout en 3D. mais par contre, je voulais justement soulever la question du processus de fabrication d'une œuvre d'art monumentale, comme par exemple celle qui a été faite par Philips. Chaque fois que j'ai voulu avoir des archives de l'époque, on m'a répondu que ce soit l'électricité de France pour un prisme insonorisé, etc. On m'a répondu « Ah, mais nous détruisons les archives tous les 10 ans. » Donc, il n'y a pas d'archives. Jusqu'à présent, il n'y avait pas la conscience qu'on fabriquait une œuvre d'art. Alors, c'est peut-être ça qu'il faudrait introduire. Moi, d'ailleurs, pour beaucoup de choses, je me dis qu'il va falloir faire des lois, des critères de jugement, etc. Parce que j'ai classé les œuvres de Nicolas Schoeffer par catégorie, parce que dans chaque catégorie, il y a des problèmes de restauration complètement différents. Alors, il y a une catégorie qui est celle des œuvres monumentales. Alors, du fait de la visibilité de ces œuvres, des questions se posent. La maintenance, la restauration, et de la part de l'artiste ou des ayants droit, est-ce qu'il a vraiment des droits? Est-ce qu'il peut exprimer une exigence pour la maintenance ou la restauration? Est-ce qu'il peut exiger des dommages et intérêts quand ça n'a pas été fait? Et surtout, est-ce qu'il peut invoquer l'atteinte à la notoriété de l'artiste? Parce que c'est ce qui se passe dans la plupart des œuvres qui ont été détériorées, qui ont été même retirées de la place où elles étaient, sans demander d'autorisation, mises derrière les toilettes publiques, etc., comme ça s'est passé pour une œuvre de Schoeffer. C'est-à-dire que j'ai assisté à des choses absolument monumentales autant que les œuvres. Alors pour Liège, la tour cybernétique de Liège, évidemment, je ne peux pas l'avoir reçue en tant que restauration totale, complète, magnifiquement faite, etc., puisque, comme l'a dit Manon, il y a 60 projecteurs de moins qu'initialement. Alors ils n'ont absolument pas compris que certains projecteurs n'avaient pas à toucher certaines plaques tournantes, mais pouvaient simplement exister par elles-mêmes en tant que point lumineux dans l'espace. Ça, ils n'ont rien compris à ça. Voilà. Alors, le principe de la restauration implique le principe de la connaissance, de l'idée de l'œuvre, enfin de l'intention. Vous avez parlé de l'intention de l'œuvre. Pour les micro-temps, je reprends parce que vous en avez parlé, pour les micro-temps, l'intention est très marquée puisqu'il y a un texte de Nicolas Schoeffer sur plusieurs pages qui s'appelle « Les micro-temps ». Et là, on comprend très très bien la complexité de cette œuvre, la complexité des effets qu'elle a, tout ce qui se passe sur le plan neuronien, sur le plan de la perception, etc., tous les effets avant et les effets après, enfin, c'est vraiment très complexe. Et je pense que seul un cerveau aussi élaboré que celui de Schoeffer peut comprendre vraiment l'intention d'œuvres de cette nature. Vous voyez, aucun restaurateur n'aura ce cerveau-là pour comprendre ça. Et même, je regrette, mais je suis obligée de le dire, hein, le cerveau de Schoeffer, il a écrit 10 livres fondamentaux. Si vous les lisez une fois, deux fois, trois fois, vous verrez, c'est une vision, c'est un fonctionnement spécial. Voilà, on parle de génie, ben oui, on ne peut pas avoir la prétention d'être au niveau d'un génie, on en capte une partie, et puis l'autre partie, on ne la comprend pas. Et par rapport à cette incompréhension, on fait des erreurs. Moi-même, j'ai fait des tas d'erreurs au moment de restaurer des œuvres de Nicolas, et j'avoue que c'était mon ignorance. Plus ça va, et plus j'ai affaire à des gens plus compétents, puisque maintenant le métier de restauration s'est développé, et donc je comprends beaucoup mieux tous ces problèmes. Vous avez vu, il y a des chronos là-bas qui ont des mouvements créés par des moteurs, et par un petit programme fait par Nicolas Schoeffer, mais qui est un petit programme très simple qui se trouve, ou alors le programme est créé seulement par les différentes vitesses des moteurs des différentes pales de la sculpture. On a des sculptures avec moteur et lumière, comme ce que vous avez vu derrière l'écran, avec un programme double beaucoup plus complexe pour qu'il y ait vraiment
des possibilités d'aléatoire augmenté, parce qu'il faut bien comprendre que comme Nicolas Schoeffer ne sculptait pas les matériaux matériels, mais les matériaux immatériels, il sculptait l'espace, la lumière et le temps, qui sont les trois matériaux immatériels de la vie, et que la vie n'est pas répétitive, il ne voulait surtout pas dans ses œuvres aucune répétition. Et alors, on a les sculptures avec moteur, lumière et capteur, donc ça devient un peu plus complexe encore. Et là, on a le musiscope, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure parce qu'il aurait fallu éteindre tout pour n'allumer que lui. Et le musiscope, Manon y a travaillé avec Santiago. Dans le musiscope, les capteurs se font par les doigts, c'est tactile, et le problème est évidemment beaucoup plus complexe. C'est une sculpture qui a été déplacée uniquement en 1963, mais de toute façon, toutes les sculptures de mon mari, finalement, n'ont pas nécessité tellement de restauration, parce que, assez curieusement, les matériaux utilisés étaient très solides, et que la fabrication a été très bien faite aussi. Ce n'est que maintenant, mais tellement longtemps après, vous voyez que de temps en temps on change un moteur, de temps en temps on change des lampes, mais c'est ahurissant de voir que depuis 1963, ces micro-temps continuent à fonctionner, vous voyez. Ça c'est vraiment extraordinaire. Je suis obligée d'avoir une certaine souplesse en tant qu'ayant droit. Et évidemment, la souplesse de mes héritiers de l'ayant droit sera différente de la mienne. Mais ça, on ne peut pas empêcher qu'avec le temps, les choses se déforment ou se perdent. Et on est obligé tout de même d'accepter une certaine obsolescence un jour, et puis une certaine perte, déperdition un autre jour. Et puis finalement, dans 1000 ans, qu'est-ce qui restera? Peut-être rien du tout, et puis il faut accepter ça aussi. En tous les cas, voilà, les réponses doivent provenir de la pensée de Schoeffer. La socialisation de l'art et des idées, c'est la pédagogie artistique contre la médiocrisation de l'information. Ensuite, il y a l'intention de Schoeffer de faire participer à sa création, musiscope, boîte à effets, vareta. Donc, une part de créativité peut être associée à la réalisation de projets de Nicolas Schoeffer sous son nom, avec la mention du nom de l'auteur en tant que co-auteur, à condition que l'additif reste dans l'esprit de l'œuvre et que la modification ait été acceptée par l'ayant droit après lui avoir été soumise. Exemple, l'écran d'eau. Il y avait un dénominateur commun dans les différentes interventions, c'est la notion effectivement d'effet, voulu par l'artiste, et la notion qui va derrière finalement qu'il faut le documenter. Et le documenter, quand on a des œuvres qui sont aussi des machines, enfin moi je suis ingénieur de formation, donc moi j'interviens plus sur la partie machine que sur la partie œuvre, mais les œuvres telles qu'on a vues aujourd'hui, ce sont des œuvres à part entière, mais c'est aussi des machines à part entière. Et la machine, elle a besoin d'être documentée en tant que telle, comme une machine, c'est-à-dire il faut qu'on sache à quelle vitesse les choses tournent, qu'on sache quand les mouvements se déclenchent. On voit qu'il y a tout un tas de programmateurs mécaniques sur les œuvres de M. Schoeffer. Bon, c'est après, voilà, une fois qu'on a compris que le programmateur mécanique il déclenche avec un certain timing, il arrête un certain timing, et tout ça synchronise un certain nombre d'actionneurs, le mettre sur un programme informatique comme ça a été évoqué, ça ne change rien à l'œuvre, ça ne dénature pas l'œuvre, et au contraire, quand on fait ça, on est obligé de documenter ce qui se passe. Et de documenter ce qui a été fait. C'est aussi aléatoire. Dans le programme informatique, c'est aussi la chose importante. Alors, il y a une part d'aléatoire qui peut venir du fait que justement ces programmateurs vieillissent, les cannes suivent, des choses comme ça. Mais disons, quand on va en faire la photographie, on va mettre dans un programme informatique ce qu'on va relever à l'instant T, ce sera peut-être pas ce qu'il y avait à l'origine, hein, et ce qui était peut-être pas non plus ce que voulait l'artiste, parce qu'entre ce qu'il a mis dans ses schémas, ce qu'il a réalisé derrière, avec les moyens qu'il avait, la capacité qu'il avait de le faire, des fois il y a un décalage. Hein, il a peut-être fait de la mise au point aussi en plus de ça. Et donc à la fin, c'est vrai que l'œuvre, on la reçoit comme on la reçoit. Si on n'a pas plus d'éléments, de faire une photographie, et c'est ce qui devrait pour moi être fait au minimum quand l'œuvre arrive dans un musée. Quand elle est dans des collections privées, bon, chacun fait comme il veut, il s'offre une œuvre. Bon, voilà. Les musées, ils veulent la faire rester à vie, intacte, telle qu'elle a été reçue, pas longtemps, enfin pas loin. Et donc, d'une certaine manière, devrait passer par un filtre qui est un filtre de description technique
strict de ce qu'est l'œuvre, de comment elle fonctionne, etc. Et ça, effectivement, moi je pense que le point, il est là. Ça ne devrait pas être l'artisan qui a fabriqué qui a le plan. Même s'il n'y a plus de plan que l'artisan a disparu, le musée, quand il reçoit l'œuvre, il a fait retracer par un artisan, par quelqu'un en tout cas qui a la compétence pour le faire, et il la garde dans son dossier d'œuvre. C'est-à-dire que d'essayer de réfléchir à cette notion d'intentionnalité qui est assez compliquée et qui, alors s'agissant de Nicolas Schaufford, vous êtes là pour en parler, il a beaucoup écrit, mais tous les artistes ne se sont pas exprimés, c'est une notion quand même assez nébuleuse. Parfois c'est difficile à saisir. Quand on en parle comme ça, par moments on donne bonne conscience en restauration en disant il faut respecter l'intentionnalité de l'artiste comme si c'était un code source. On l'a trouvé, c'est bon, bingo, on a gagné, on peut y aller. En fait, parfois c'est pluriel, ça change, c'est mouvant, il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y a un moment aussi où il faut analyser l'œuvre parfois c'est déjà une donnée problématique en soi à analyser, mais on gagnerait à ne pas l'opposer non plus avec une documentation précise, technique précise, au contraire, c'est strictement complémentaire. En fait, au C2RMF, depuis les quelques années qu'on travaille sur ces sujets, de la même manière, on a identifié vraiment deux paradigmes de conservation qui s'opposent et je dirais même s'affrontent sur ces œuvres dans cet univers-là. Un paradigme que nous, on a qualifié un peu de philologique ou archéologique, qui est ce que je pense tu évoquais sur l'effet passé, ou en tout cas une espèce d'orthodoxie des matériaux d'origine, qui d'ailleurs de manière assez surprenante, on trouve ça dans le monde de la restauration, mais à l'inverse, par exemple le cas que je présentais, le restaurateur il refaisait tout, il refondait la cire et il faisait tout sans rien documenter. Et à l'inverse, le ZKM, qui est un lieu quand même de référence sur les nouvelles technologies, le laboratoire de restauration des vidéos, par exemple, dirigé par Christophe Blaseux, lui, il est dans ce paradigme philologique, archéologique. Il nous avait dit, et il l'écrit, toute œuvre doit être présentée sur le matériel d'origine. Ils ont fait une expo dans ce sens-là, avec des limites possibles ou pas possibles, parce que même dans leur expo, ils ne le tenaient pas, les projecteurs. Ce que je considère un peu poétique. Voilà, mais c'est pas. De toute façon, c'est utile parce que ça permet de faire une documentation. Et donc, il y a ce paradigme un peu archéologique, philologique, et à l'inverse, il y a un paradigme qui est très large. Alors, selon les individus qui le mettent en avant, certains évoquent le cinéma, qui est un media in transition, qui change à chaque technique. D'autres évoquent la musique, avec la décorrélation entre des données, un contenu, et puis leur matérialisation et formalisation, modélisation. En fait, c'est un peu le paradigme aussi des archives et des bibliothèques. Mais à l'inverse, je trouve aussi intéressant de réfléchir, et donc c'est un paradigme qui prêche au contraire une actualisation, une migration constante, une actualisation, une migration constante. Mais à l'inverse, moi j'ai souvent entendu dire finalement, Aristote, on s'en fout, on peut le lire aujourd'hui dans n'importe quelle langue, c'est toujours Aristote. Oui et non. Aristote en français au livre de poche, c'est pas Aristote en grec sur papyrus, ça dit pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il ne faut pas forcément opposer de manière binaire, je pense que c'est complémentaire. On peut lire Aristote en folio en français, je ne pense pas qu'il faille le lire sur papyrus et en grec pour comprendre certaines choses. Je ne pense pas qu'il y ait un Aristote, finalement, selon les époques, il varie. Voilà, je pense qu'il y a... Et il y a des œuvres et des artistes. Mais ils n'ont pas capable encore, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas évolué avec le temps, avec les artistes. Les artistes, vous êtes restés plus parce que vous resterez dans une époque, et nous les artistes, on n'attend pas ce temps-là, on va dans des autres choses. Alors, au moment... Mais ça, c'est pas toujours vrai. Par exemple, à Milan, je me rappelle de cette personne qui nous a fait la table ronde à la fin. Mais 80%, les 90%. Comment elle s'appelait ? Elle disait, donc elle faisait des œuvres cinétiques, et elle disait que pour elle, elle refusait absolument la migration vers le numérique. Elle voulait qu'il y ait un aspect physique, mécanique. Mais c'est là où on voit à nouveau dans le langage de l'artiste, que c'est très important. C'est qu'est-ce qui a voulu l'artiste. L'artiste a voulu rester dans une matérialité, dans une époque, et s'être attaché à une époque. Il ne veut pas être transposé dans une autre époque. Dans les cas des artistes mécaniques, ils refusaient de passer à la technologie. J'adore ce type d'artiste. Moi, ça me touche. À chaque fois que je vois un artiste cinétique dans ce domaine-là, je respecte. Mais plusieurs restaurateurs, ils ont tué ces œuvres-là parce qu'ils utilisaient les mêmes parties de plastique vieilles abîmées que les effets étaient abîmés. Ouais. Le restaurateur, il a un rôle un peu détaché, c'est-à-dire qu'il va être capable d'analyser l'intention de l'artiste, analyser aussi les modifications que l'artiste a eues sur ses propres intentions et que parfois il oublie. C'est parce que lui, il est dans sa réalité du moment T. Donc à un moment donné, il va voir son œuvre comme ça, et puis 10 ans, 20 ans après, pour X raisons, il va avoir un regard différent, et parfois il va même plus se souvenir qu'il a pensé autrement à un moment donné. Et je pense que ce qui est vraiment essentiel dans le rôle du restaurateur, c'est
au-delà, enfin pour ce type d'œuvre, c'est au-delà de l'intervention directe et matérielle, c'est d'avoir une vision globale, de la comprendre et d'être capable de la transmettre, et parfois même, je dirais, de comprendre l'artiste malgré lui. Et c'est très bien. C'est la condition d'avoir accès aux sources. Je suis très heureux d'être ici, de voir toutes les choses. Et pour moi, l'aspect de historicité, c'est très intéressant ou important, décisivement. Je peux comprendre que quand l'art est encore actuel, on peut faire plus de choisir pour l'intention de l'artiste, mais c'est peut-être en 10 ans ou 50 ans ou choses comme ça que l'art va venir plus historique, plus classique. Alors quand Tinguely, on veut mettre en mouvement les machines, mais pas les plus vieux et les plus fragiles. Et avec Calder, le cirque, on ne marche pas le cirque, les pièces même. On a un moniteur. Alors, we will lose, on va perdre des choses et c'est comme ça. On ne peut pas voir les machines de Leonardo da Vinci. Et ça, c'est aussi un charme, une qualité. Vous évoquez toujours la restauration des objets. Oui. Voilà. Okay. Eh bien, Nicolas Schoeffer ne faisait pas des objets. C'est la grosse différence avec beaucoup d'artistes, c'est qu'il ne faisait pas d'objets. Il disait toujours aux gens qui arrivaient ici, vous n'êtes pas entourés d'objets, vous êtes entourés d'idées et des effets de ces idées. Mais moi, je voudrais me passer de tous ces objets, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Et il disait, un jour viendra, on pourra aller directement de l'idée à l'effet de l'idée sans en passer par un objet. Donc il était déjà dans ce monde-là, de la virtualité. Il disait aussi potentialité, virtualité, actualisation. C'est-à-dire que pour lui, ce qui était important, c'était toutes ces potentialités dans lesquelles il a puisé toujours des idées innovantes. Innovantes. Ce ne sont pas des objets. Ah, ok. Non. Mais et là, vous voyez, oui, mais vous me laissez aller jusqu'au bout parce que je veux répondre à la notion d'effet. Manon a dit, il faut essayer de voir les effets que font les choses pour bien les restaurer, n'est-ce pas? Il faut essayer de voir les effets qu'elles font pour respecter ces effets. Mais ces effets dont elle parle, c'est les objets-effets. C'est des effets objets. Les effets des effets, c'est ça qui était intéressant pour Schoeffer. C'était les effets des effets. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça devient beaucoup plus juste d'avoir la vraie vitesse des moteurs, la vraie distance entre les choses, le vrai nombre des techniques, si vous voulez. C'est la technique qui va être le guide pour que les effets des effets aient leur effet au niveau neuronien. C'est mieux 6 en fin de compte. Le vocabulaire que Santiago employait tout à l'heure, c'était vraiment intéressant. Le vocabulaire spontané, c'était effectivement de réparation. À un moment donné, tu as parlé aussi de la nouvelle version de l'œuvre. Oui. Donc on voit bien qu'on est dans un autre processus. Et à partir du moment où c'est l'artiste lui-même qui demande et qui est en accord avec l'assistant d'artiste, j'allais dire nous comme restaurateurs, je ne suis pas restauratrice, mais un peu dans le monde, je pense qu'on a à respecter et à documenter quand même ça. Il y a des masses, justement, je démarre ces trucs qui me touchent, c'est justement pour la sculpture qui est justement avec le verre. Je ne parle pas d'un point central à moi, je parle une chose qui passe actuellement, justement. Alors, c'est une sculpture dans une ville quand même, qui a été vraiment mise par terre. Et la pièce existe, elle est belle, mais ils ne sont pas compris le langage, et la demande, elle a été très mal restaurée. Je ne parle pas pour moi, je suis même pas dans l'histoire de l'art, mais Schoeffer, oui. Oui. Alors, c'est là où il y a la problématique, et c'est là où ça me... Oui. Comment c'est possible qu'une sculpture
de ce type-là soit mal restauré. Oui, mais parce qu'on a peut-être dit aussi restaurer. Est-ce qu'il y a eu des restaurateurs? Parce qu'à Liège aussi, on nous a dit que c'était restauré. Or, sciemment, on a écarté les restaurateurs. Il existe des formations. Les premiers diplômes en France, c'est 82. Donc, c'est assez récent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues des métiers d'art ou des métiers d'artistes qui se disent restaurateurs sans pourtant avoir l'approche que nous, on va avoir qui est beaucoup plus globale d'un point de vue, on va dire, muséal, mais aussi matérialité de l'œuvre, chimie, complexe, vraiment de l'intérieur. Moi, je suis spécialisée dans les métaux. On m'inculque l'ingénierie des métaux et l'ingénierie de la corrosion, par exemple. Et ça, si vous voulez, quand on a tout cet ensemble de connaissances, mais aussi pluridisciplinaire aussi sur d'autres choses. Autour, voilà, exactement. C'est là sur les humanités aussi. Les questions que vous posez, nous on arrive justement, on est en train d'arriver avec, en tout cas, les mêmes questions que vous, et on est en train de se retrouver sur ce sujet, savoir comment, du coup, appréhender tout ça et faire en sorte qu'il y ait une conservation et une transmission. Et c'est vrai que du coup, certaines personnes vont se dire restaurateur, il faut vraiment juste prendre des pincettes en disant d'accord, mais lui, qu'est-ce qu'il met derrière ce mot? Parce que c'est ça ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot restauration. En tous les cas, je vous garantis que le gros monsieur, vieux monsieur, qui va bientôt prendre sa retraite et qui était le spécialiste de l'électromécanique, qui a refait tous les petits contacts, tu as vu, tous les petits trucs ont été refaits, et il y en avait, des plus complexes possibles, jamais vous auriez pu le faire, dans aucune école de restauration. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas possible. Justement, moi, non, mais par exemple, c'est pas le faire. Oui, c'est pas le faire, c'est connaître. Non, c'est pas le faire. Oui, Alors oui. justement, pour vous donner une idée de mes compétences, oui. ce n'est pas ma compétence manuelle qui va compter, c'est ma compétence aussi à rassembler des équipes qui, elles, vont être compétentes. À définir quelles sont justement les compétences qui doivent intervenir. Ben là, il y a une conservation des compétences à Absolument, on est complètement dedans. Et vous avez un dernier point qui est extrêmement important. Est-ce que cette personne dont vous parlez ou d'autres restaurateurs documentent et vous donnent quelque chose avec les photographies avant, pendant, après, avec les décisions, pourquoi, un argumentaire. Vraiment. Après, comme on le dit, c'est toujours subjectif. C'est des hommes avec une culture donnée, avec une époque donnée, des moyens donnés, mais ça reste quand même quelque chose de très important dans le domaine de la restauration globale, qu'on appelle en général conservation-restauration. Santiago, je voulais dire quand même, c'est vrai que dans les pratiques des restaurateurs, consulter un artiste, c'est pas courant. Et quand je l'entends parler des œuvres, je trouve ça essentiel. Tout à fait. Même s'il n'a pas connu se faire directement, je pense qu'il a une compétence, qu'il a un œil, etc. Et donc, comme Unosvinas parle de consulter les parties prenantes, etc., mais je pense que certains artistes contemporains ont des choses à nous dire sur l'œuvre d'autres artistes contemporains. Ça dépend de l'artiste, ça dépend de l'humilité de l'artiste. Mais dans tous les cas, c'est pas fréquent. Et donc, mais c'est pas fréquent non plus chez les artistes. Enfin, nous, on a été attention, il faut savoir faire cette différence que tu as fait. Il y a artistes et artistes. Il y a des autres sujets parce qu'on est dans le même... Alors, juste pour répondre à ce que vous dites, parfois le fait, c'est-à-dire que ce que vous dites par rapport au fait que les restaurateurs ne suivent pas les artistes, c'est aussi souvent lié au contexte d'exercice du métier. Je m'explique, par exemple, quand on travaille dans une institution, c'est pas la même chose, ça peut faire partie de la méthodologie de l'institution. Moi j'ai travaillé à Washington Museum, c'est vraiment très très présent chez eux, dès qu'ils peuvent, ils ont même un programme en fait d'interview des artistes tant qu'ils sont encore dedans, voilà, et donc ils le font de manière systématique. Et ça, c'est possible parce que c'est un contexte d'institution, c'est formalisé, c'est budgété. Et c'est là que je parle du contexte d'exercice, c'est que typiquement en France, le restaurateur, il exerce en libéral. Il n'est pas impliqué dans le processus de construction. C'est rare, en fait, d'être impliqué dans le processus de construction du projet. Au moment où il intervient, on lui demande de faire un devis, on lui demande de répondre à un marché, il n'a pas la latitude parfois pour proposer. Et donc, c'est ça aussi qui fait, c'est aussi un contexte d'exercice, on en revient souvent à ça, ça paraît un peu trivial, mais c'est une réalité quand même. Je pense qu'il documente plus sur l'authenticité et sur d'où ça vient, la provenance et ce qu'ils achètent que sur le côté technique, je pense. Non ? Tout à fait. Finalement, ça marche. Oui, c'est les noms. Les noms aussi. Les noms. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment Jeff Koons ? Voilà. J'en sais rien. Voilà. Et le prix que ça vaut sur le marché de l'art, alors ça fait la qualité. Alors ça, comme disait Malraux, maintenant on parle du prix, on parle plus de la valeur.
Et juste parce qu'on a un peu de silence. Mais le même sujet qui a l'importance d'avoir quelqu'un comme vous, je pense que maintenant il devrait y avoir quelqu'un aussi qui soit des programmateurs, commencer à faire dans le métier, faire étudier des gens dans la programmation. Justement, ça devrait être un métier qui devrait commencer. L'histoire de la programmation. Oui. Justement, pour avoir, je ne parle pas des monarques, parce que moi je suis à peine jeune artiste, mais il y a des artistes numériques très importants qui on devrait commencer à qui sont morts, justement, qu'il faut commencer à réfléchir à restaurer ça, parce que ça fait partie aussi d'une époque. Mais alors c'est pareil, de toute façon pour l'instant ça n'existe pas comme discipline et c'est pas enseigné, mais on connaît déjà des gens, alors il y a soit des gens qui ne sont pas restaurateurs, soit un jeune restaurateur à peu près de la même promotion qu'eux, avec qui moi j'ai travaillé sur la restauration d'une œuvre vidéo, qui s'intéresse à... Mais ça commence, c'est encore une fois, je pense qu'il y a un moment où on devance l'institution, de même que ces réseaux dans les années 2000, que moi j'ai qualifié de para-institutionnels. Pourquoi ? Parce que finalement les membres, ils viennent presque tous de grosses institutions, mais ils font ça en marge de leur institution qui prendra le train après, je crois. Et là, moi je suis convaincue que ce sont vraiment eux qui poussent les murs, là, qui vont de l'avant tout seuls, parce qu'il y a un moment où l'institution, elle suivra après, quoi. Il faut... Mais... Vous êtes des pionniers. Les pionniers, c'est toujours comme ça. Pour Nicolas Schoeffer, vous savez, quand il a commencé à travailler le métal, on disait, mais c'est pas de la sculpture, c'est pas de l'art, c'est de la quincaillerie. Ensuite, il a commencé à mettre des moteurs dans un musée, jamais de la vie. Alors vous voyez, maintenant on reconnaît que c'est des œuvres, mais eux quand ils font leur diplôme de restauration là-dessus, il faut qu'ils démontrent que c'est bien de la restauration ce qu'ils font. C'est exactement la même chose. Quand je travaille avec Alexandre sur même avec la Mélanie, restauration. il a fallu qu'elle se batte pour faire son diplôme. Oui, il faut qu'ils démontrent. Mélanie c'est pareil, elle a travaillé sur un lustre art déco. Alors si elle avait travaillé sur le verre, il n'y avait pas de problème, là la quincaillerie ça passe. Sur le métal, pas de problème. Mais elle voulait travailler à la remise en lumière et à l'électrification. Il fallait qu'elle démontre qu'elle faisait un geste et un acte restaurateur. C'était pareil avec vous, pareil avec Alexandre. Il fallait qu'il explique qu'en travaillant sur une œuvre vidéo numérique, il faisait bien œuvre de restaurateur et qu'il explique en quoi. Alors on reconnaît que c'est de l'art, mais maintenant il faut qu'on reconnaisse que c'est de la restauration. Oui, c'est ça, oui. Et c'est là où ils sont courageux, parce que c'est pas évident. Pionnier. C'est sacrificiel.